Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un Grand Angle, votre rendez-vous quotidien de décryptage et d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, Grand Angle se part des couleurs, des motifs et des fibres qui racontent notre identité. À l'approche de la 4e édition de la teinture et du textile, nous recevons ce soir sur le plateau de Grand Angle Madame Hawa Bintia Assouma, présidente de Culture et Fierté de la Guinée, pour évoquer les enjeux de la préservation et de la valorisation des tissus traditionnels, la structuration de la filière ainsi que les perspectives économiques et culturelles qu'offre cet artisanat ancestral à l'heure où les nations s'appuient sur leurs industries créatives pour affirmer leur singularité. La Guinée s'interroge comment mieux protéger, moderniser et promouvoir son patrimoine textile. On en parle dans la deuxième partie de notre émission avec notre invitée, Madame Hawa Bintia Assouma. Elle sera sur ce plateau dans la deuxième partie donc de l'émission. Dans le focus, nos chroniqueurs reviendront sur la récente victoire d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et de Paul Biya au Cameroun, deux réélections qui interrogent quel impact sur le principe de l'alternance démocratique, sur la confiance des populations et en la gouvernance et surtout sur l'émergence d'une nouvelle génération de leaders dans des contextes où la longévité politique devient la norme. Débat culturel, enjeux économiques, lecture politique, c'est un programme dense qui vous attend. Installez-vous confortablement. Grand Angle ouvre ses pages maintenant. On pourra aussi parler de la pléthore dans les salles de classe quelques semaines simplement après la reprise des cours au pré-universitaire et une semaine après la reprise des cours à l'enseignement supérieur. Avec nos chroniqueurs, nous allons passer en revue ces sujets. Je commence par vous, Mamadou Salouba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Yombuno, bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout en dépit de quelques délestages enregistrés par endroit, mais les téléspectateurs font l'effort de nous suivre et de réagir. Donc un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Donc, merci à eux. Merci à eux pour la confiance accordée à cette émission et à la télévision nationale en général. Mamadou Alimou, soirée, bonsoir. Bonsoir à vous, Yambuno. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à ceux qui réagissent aussi à 23h. Je rappelle que à 23h, c'est une rediffusion. On ne peut pas lire les messages. Ça, ce n'est pas la faute aux téléspectateurs. On devrait mettre tout simplement rediffusion. Merci à eux, c'est parce qu'ils accordent une importance capitale à cette émission. OK. Moussa Kouyaté de Linguiraï, bonsoir. Oui, bonsoir David et bonsoir au ministère du Commerce, plus particulièrement à la direction de l'Office national de contrôle qualité. Nous leur disons bonsoir, on les reviendra prochainement dans cette émission pour leur donner certaines explications autour de la gestion des stocks de denrées, disons entre guillemets, impropres à la consommation, la gestion de ces produits, de ces articles saisis au port de Conakry, comment tout cela est géré par l'Office de contrôle qualité. Est-ce que ces produits périmés sont mieux gérés comme ça se doit au niveau de ce contrôle qualité. Normalement, on doit les incinérer. On ne doit pas les mettre sur le marché. On doit les incinérer. Mais est-ce que c'est incinéré? C'est la question que nous pose. On reviendra là-dessus parce qu'il y a toute une... il y a plusieurs informations qui circulent autour, non seulement au niveau du site où ces produits-là sont incinérés. Le site appartient au public, à l'État, mais souvent pour incinérer, il faudrait que la personne qui envoie ces cargaisons pourries paye de l'argent pour la location, je ne sais pas, l'argent là va où, mais on reviendra prochainement sur nous allons revenir sur cette autre thématique. Voilà, j'avais un peu des inquiétudes par rapport à sa présence sur ce plateau. Elle est là déjà. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir et bienvenue du Bagataï. Bonsoir David, ça fait plaisir d'être sur ce plateau. Oui. Bonsoir à mes chers amis. Bonsoir Kouyaté.
En fait, tout à l'heure, j'ai lu sur les réseaux sociaux une question de kidnapping qui s'est déroulée, je crois, entre les 2 jours sur une jeune fille, jeune élève. Les réseaux sociaux, il faut prendre des fois avec un peu... Mais ça prend de l'ampleur parce que même après les réseaux sociaux, j'étais dans un milieu là où on en parlait. Donc, elle partait à l'école et il y a une voiture 4x4 qui a garé devant elle. Et le mouvement était si rapide et hop, c'était parti. Donc, le temps sûrement pour ceux qui étaient à côté. C'est une fille? Une fille, voilà, une élève. Le temps de localiser la voiture, c'était déjà parti. Donc, en plus de ça, puisqu'on parle de l'année scolaire, c'est vraiment inquiétant. Moi, quand j'ai des enfants, il y a une fille qui va à l'école, j'ai des enfants qui vont à l'école, c'est une question inquiétante pour les parents, mais aussi dans le cadre de la sécurité. Je crois qu'on va fouiller un peu davantage par rapport à ça et pour que nous ayons suffisamment d'informations sur les tenants et les aboutissants qui sont derrière ça. Est-ce que c'est des faits avérés? Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages, nous allons les relayer tout au long de ce numéro 627 53 09 99 627 53 09 99. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Voilà pour le plateau de ce numéro. Dans un instant, le focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau, nos premiers focus que nous allons aborder, la première thématique que nous allons aborder dans ce focus, Mamadou Saliouba, c'est bien la pléthore dans les salles de classe. On rêve d'un enseignement de qualité, on veut relever le niveau des enfants, mais tant qu'il y a la pléthore, les enseignants auront la difficulté à transmettre le savoir avec beaucoup de bruit et beaucoup d'élèves, des fois mal assis. Oui, on veut l'excellence, mais l'excellence a vraiment un prix. Donc, il va falloir résoudre la question liée à la pléthore, parce que quand les enfants ne sont pas dans les conditions, ils ne peuvent pas apprendre. Alors, les conditions, c'est d'abord les tables bancs, c'est d'abord d'avoir des salles aérées, ainsi de suite. Alors, avant la rentrée scolaire, quand vous demandez à un responsable de l'éducation, il vous dit oui, la rentrée se prépare très bien. Oui, toutes les dispositions sont prises. Après la rentrée, vous leur posez la question, ils vont vous dire oui, la rentrée effective, tous les enfants sont partis à l'école, les enseignants également ont rejoint les salles de classe. Mais chaque jour, on apprend que les dispositions n'étaient pas prises parce qu'il y a beaucoup à faire encore pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Alors, récemment, on a été alerté par un internaute qui a fait un tour dans une école primaire à Pema. Pema, c'est une, si vous voulez, c'est un peu la banlieue de Kamsar. Alors, de ce côté, on a vu des images relayées par un confrère, des images des écoliers assis à même le sol, en train d'apprendre. Ils sont assis à même le sol, ils ont les ardoises sur les genoux, en train d'écrire. Alors on a demandé, parce qu'on a un correspondant dans la région de Boké, on a un caméraman, on a plusieurs caméramens à Boké. On a une équipe régionale. On a une équipe au complet dans la région de Boké. Alors on a demandé à nos confrères de non seulement d'authentifier ces images, mais aussi de nous aider à savoir davantage sur cette question. Alors on a déployé, un caméraman s'est mis rapidement sur le terrain pour en tout cas avoir les images. Et il est allé sur le terrain au niveau de cette école à Pema. Mais de ce côté,
la route lui a été carrément barrée, on l'a empêché de prendre les images. Selon les informations qu'on nous a remontées, Madame la DPE, Madame Kemoko, celle qui a été pendant longtemps DPE à Koya, actuellement c'est elle qui est inspectrice régionale de l'éducation à Boké. Oui. Et le DPE, M. Fofana, selon les informations qu'on nous a remontées, ils ont empêché le caméraman de prendre les images. Alors que nous ne sommes pas là contre quelqu'un. Nous voulons que la situation change. Nous voulons que les enfants apprennent. C'est ça aussi le mal des administrateurs. Nous ne sommes pas là. Le plus souvent, le mal est là, mais ils ne veulent pas que les autorités au haut niveau comprennent le problème afin d'apporter la solution. Afin d'y remédier. Il faut que le problème soit connu par les décideurs. Bien sûr. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Mais de l'autre côté, on pense qu'on veut créer des problèmes à quelqu'un. On veut mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un. Non, c'est pas ça notre problème. Nous sommes contre personne, mais nous voulons que les conditions soient améliorées pour que les enfants apprennent dans de bonnes conditions, parce que tout le monde veut l'excellence. Mais l'excellence, on ne peut pas avoir l'excellence dans la précarité. En cultivant la médiocrité, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Alors de ce côté, on nous apprend qu'il y a 3 écoles qui n'ont pas de table-banc. Donc les enfants sont contraints de s'asseoir à même le sol pour apprendre. Peut-être quelque part, on ne va pas trop en vouloir aux autorités éducatives, parce que ce qui se passe le plus souvent, chaque village, du moment où ils font la rétention de l'information comme ça. Ça c'est un véritable problème. Voilà. Ils font la rétention de l'information. Ça c'est un problème. Ce n'est pas eux qui sont les responsables de cette situation, mais qui refusent que l'information soit remontée. Là, ça devient un autre problème. C'est une complicité. Mais le plus souvent, quand vous partez dans les villages, chaque village veut avoir son école. Et chaque village ne peut pas avoir une école. Il y a des communautés qui s'élèvent pour construire une école. Et quand vous construisez une école, il faut prendre le soin également d'équiper l'école, d'envoyer un enseignant. Mais si vous construisez une école, vous n'avez pas respecté la carte scolaire, vous n'avez pas associé les autorités éducatives, non seulement il sera difficile de déployer un enseignant, mais aussi d'équiper l'école en termes de table-banc, en termes de mobilier, tout ce qui s'ensuit. Donc de ce côté aussi, on peut en vouloir aux communautés, même si derrière, elles ont la volonté d'accompagner. Il faut saluer la volonté, mais il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est une école construite par l'État, si les table-bancs, c'est-à-dire si l'école n'est pas équipée, débrouillez-vous à équiper l'école pour que les enfants apprennent dans de bonnes conditions. Mais si vous laissez les enfants dans la nature comme ça, vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats. Vous ne pouvez pas attendre à des élèves brillants. À la fin d'année, vous allez vraiment vous en prendre à vous-même. Donc, le ministère est interpellé, l'inspection régionale de l'éducation de Boké est interpellée. Elle n'est pas interpellée parce qu'elle est déjà actrice même sur le terrain. Elle est actrice. Parce que l'ouverture, ça se prépare. Après l'ouverture, en principe, on doit envoyer une inspection sur le terrain pour voir que toutes les conditions sont réunies. Mais on ouvre les classes, après voilà, on s'en fout. On s'en fout. Alimou Soiré, il faut dire que la situation dépeinte par Saliou, peut-être qu'à Kamsar, c'est juste un exemple, mais dans d'autres régions du pays, on peut trouver des situations similaires. Comme vous l'avez dit, pardon, c'est juste un exemple. Sinon, dans d'autres, même à Conakry, ici, on connaît dans les écoles publiques, c'est vraiment le pire. Mais ici, il y a un problème parce que, vous savez, comme il a dit, d'abord, il y a un problème de cartographie scolaire où les gens n'arrivent pas à respecter. Mais également, la pléthore dans les salles de classe est due à plusieurs facteurs. Des éléments comme d'abord, si vous prenez le nombre d'élèves qui commencent, est supérieur beaucoup plus au nombre d'élèves qui quittent les salles de classe. De la première année à la 6e, ainsi que la 7e de la 10e. La démographie ces dernières années en Guinée, ça c'est le premier. Ça a augmenté. Le deuxième, c'est vrai, il y a des efforts de l'État pour l'extension. Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites depuis le 5 septembre 2021. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites, mais ces écoles sont construites suivant pas cette cartographie, mais beaucoup plus des volontés. Il y a aujourd'hui les communautés qui s'impliquent dans la construction des écoles, où on a beaucoup plus besoin, par exemple, dans les centres-villes, si vous prenez Kamsa, Sangaridi, etc. C'est aujourd'hui c'est vrai, ce sont des sous-préfectures, mais ce sont des villes en pleine expansion, donc qui ont besoin beaucoup plus d'appui dans le domaine scolaire. Et de l'autre côté, il y a que la démographie ne rime pas
avec les besoins sociaux de base de la population. La population augmente. Pendant ce temps, on a besoin de postes de santé, on a besoin d'écoles. Tout ça, ce sont des facteurs. Et jusqu'à présent, il y a des zones, c'est des écoles qui ont été construites depuis la Première République. De la Première République. Et les autres éléments, il faut qu'on prépare la rentrée avant la clôture. C'est-à-dire, le département, normalement, doit recevoir son budget au mois de juin pour préparer la prochaine rentrée. C'est pendant ces 3 mois qu'on peut construire des classes. C'est pendant ces 3 mois qu'on peut rénover et voir l'expansion. Le budget du ministère, c'est un budget qui est donné sur l'année scolaire ou bien sur une année civile? En fait, moi, ce que je connais, c'est sur l'année civile, ce n'est pas sur l'année scolaire. Je pense que pour des mesures d'accompagnement, on peut peut-être un peu inverser les tendances, que le ministère arrive à défendre par exemple au mois de mars, et puis à partir du mois de juin, qu'on mette le budget à la disposition. De l'autre côté, en République de Guinée, il y a beaucoup plus les projets internationaux, les programmes qui arrivent à financer. Pendant ce temps, c'est rare où l'État s'investit pour construire des écoles. Ah ben ces dernières années, si, à Limo aussi, ça passe pas. Ces dernières années, l'État a mis assez de moyens. On va vous dire qu'il y a 100 classes qui ont été construites, 200 classes, je suis d'accord. Mais il y a combien d'élèves qui doivent venir à l'école? Oui, le déficit, c'est-à-dire le besoin qui était là, avant le 5 septembre, le besoin qui était là était énorme, ça c'est évident. Je suis d'accord, il y a eu des réformes, il y a eu des avancées, mais je pense que également l'État est très prudent, parce qu'en construisant des écoles, il y a les besoins qui viennent en termes d'enseignants et tout ce qui s'ensuit. Nous connaissons à chaque fois, on a recruté 12 000 et aujourd'hui au niveau du département, on nous parle d'un déficit de 18 000. Comment on va faire ça? Il y a de ces classes aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un seul maître pour 2 classes, en tout cas niveau pédagogique. Multigrade, on appelle les classes multigrades. Deuxième année, où certains même sont tenus obligés de mettre ces 2 niveaux dans une même classe pour enseigner. Donc ce sont des éléments, je pense qu'on doit revoir les solutions à un niveau, au niveau central pour pouvoir décentraliser. Pour moi, le DPE, l'inspecteur régional, ils sont très petits dans des dossiers. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont là pour remonter les informations. Même s'il n'y a pas de tableau. Ce n'est pas à eux de trouver la solution, mais c'est à eux d'informer quand même tous les droits. Ils sont en train de remonter des informations, mais je ne pense pas qu'ils ont un budget pour construire une école. Je ne pense pas qu'ils ont un budget pour recruter un enseignant, même les enseignants contractuels et communautaires. On connaît comment ça se passe. Mais pour moi, je pense qu'ils doivent remonter à la hiérarchie acquis des droits et qu'on facilite aussi le décaissement de l'argent pour construire ces écoles. Alors Moussa, vous disiez qu'ils sont là même pour trouver solution. Tout à fait. Bien sûr, parce qu'ils représentent le département à ce niveau, avec tout ce qui est là comme APAE et ce que les enfants payent par an. On reviendra. Vous savez, il y a quelques années, ce sont les grands qui quittaient à la maison à 5 h du matin pour aller à l'université, trouver une place devant afin de suivre les cours. D'autres s'arrêtaient même au niveau des fenêtres. Si vous partiez à Somfouné, il y avait un moment de cela. Voilà, c'était les réalités dans les universités. Mais pratiquement, actuellement, ce sont c'est dans les élémentaires, les écoles. Non, mais quel que soit le niveau, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas pour les grands, vous pouvez comprendre parce qu'ils sont encore solides et peuvent tenir pendant un bon moment. Oui, mais Moussa, quelqu'un qui fait médecine, qui suit les cours à la fenêtre là, c'est dangereux. Il y a rien d'explique cela. Non, c'est pas comme pour les grands, vous comprenez ce que je veux dire. Pour les grands, quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans peut vraiment tenir à un moment, mais pour les tout petits, les enfants qui ont... C'est encore très difficile. Non, on reviendra. C'est vraiment très difficile. Moi, je pense que les responsables éducatifs de ce côté ont vraiment montré leurs limites, parce qu'avant l'ouverture, David, si vous partiez à la rencontre de ces personnes-là, ils vont vous dire que oui, toutes les conditions sont réunies. Oui, c'est le discours. C'est politique, c'est vraiment politique. Alors il fallait vraiment changer cela. S'il n'y a pas de conditions, mais dénoncez que vraiment vous n'avez pas de conditions. Non, peut-être pas dénoncer, mais dire. Exactement, mais dire que vous n'avez pas vraiment toutes les conditions requises pour une bonne reprise. Mais même le ministre est informé. Le ministre est informé, on a eu le ministre ici. Le ministre a dit que... Il va finir. Moi, je l'ai même posé la question. Je dis, monsieur le ministre,
avec tout ce qui est là comme pléthore, qu'on manque de ça dans les établissements, surtout à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 mois là pour changer un peu la donne? Il a dit oui, on a trouvé des tables bancs, on a formé des enseignants par-ci, par-là, mais les réalités, les images qu'on a vues quand même sur les réseaux sociaux, on a authentifié, il faut le dire, parce qu'on a le représentant là-bas, même si la route a été bloquée par notre cadre. Mais là aussi, c'est une réponse qu'on a donnée. Ça prouve que vraiment il y a des cas. Alors, ce sont les salles de classe qu'on a vues. Mais regardez le bâtiment dans lequel les salles de classe là se trouvent. Mais c'est dans ces bâtiments-là sont dans des conditions. Exactement. Ça ne répond vraiment pas. Ça prouve qu'il y a assez de choses qu'il faut régler, surtout dans le domaine éducatif, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, David, on est au 21e siècle, mais il y a tellement d'écoles en hangar dans les zones minières surtout. Si je prends Mandiana, on est d'accord. Je ne sais pas. Non. À Mali, il y a des écoles en hangar. À Télémélé, il y a des écoles en hangar. Ça ne finit pas. D'accord. Guéguérou a fait assez d'efforts dans ce sens. Il y a moins d'écoles en hangar à Guéguérou. Je te voyais venir. Exactement, oui. Il faudrait que vraiment les dispositions soient prises. Que les inspecteurs qui sont à ce niveau, s'ils n'ont pas de moyens, mais qu'ils remontent les informations. Nous sommes là pour les aider. Si par exemple, ils donnent l'accès à notre caméraman pour prendre des images là, je pense que le président va réagir. Le Premier ministre va réagir. Le ministre Sedi va réagir. Mais bloquer la route d'une manière, je pense que quelque part, ils ont voilé le soleil avec une poignée de main. Ils ont montré leurs limites. Il faudrait qu'ils reviennent vraiment à des meilleurs sentiments. Exactement. Marie-Angélique, on parle des Kamsar là. On parle de chez moi. Mais vous n'avez pas fait l'école là-bas, donc vous n'avez pas vécu cette situation. Non, en fait, moi, mon école d'origine, si vous voulez, l'école primaire Saint-Jean de Katako est à 16 km de Kamsar. D'accord. Kamsar est le centre-ville. D'accord. Chez moi, c'est un village. Oui. Mais ce que j'entends ici est très déplorable du moment où, dans mon village, c'est impossible d'avoir même un table-banc cassé. À plus forte raison, avoir des enfants assis à même le sol pour apprendre. Oui. Lorsque j'ai vu ces images, ça lui est mon témoin, j'étais complètement dépassé. Oui. Et donc, je pense que Kamsar est une cité minière. Cette école qui est là, si c'est une école publique du gouvernement, ok, mais il faut avoir une stratégie d'aller vers, même, si vous voulez, ces sociétés, ces entreprises, ils viennent toujours en aide aux personnes vulnérables, aux enfants, si vous voulez, aux écoles. Pourquoi ne pas adresser peut-être une autre, ça c'est une simple voie, pour que ces enfants quittent dans ces conditions. Ou peut-être prioriser les investissements, ou c'est pas moi, fonds FODEL, quelque chose comme ça. Oui, il faut prioriser, c'est-à-dire au lieu de demander la construction d'une route ou de demander la construction d'un centre culturel, le besoin qui est là aujourd'hui, c'est le manque d'école. Alors donc, je crois que ça, c'est même un message vers la préfecture qui est là, qui regarde ces situations, qui est une situation déplorable. Et quand on parle de Kamsar, moi je suis... En fait, David, vous tous qui êtes là, on a combien de sociétés minières à Kamsar et on parle d'une école dans cette situation à Kamsar. C'est déplorable. C'est déplorable. Donc je pense que... c'est vrai qu'ils ont prouvé que la direction préfectorale de l'éducation et tout ce qui s'ensuit ont prouvé leur faiblesse en bloquant le caméraman, parce que là, on n'était pas en train de leur pointer du doigt. C'était la situation pour que ça trouve solution. Peut-être en nous permettant d'avoir ces images, en parlant, avoir plus d'objets, si vous voulez, c'est-à-dire de preuves, d'éléments, le ministère peut s'en saisir et en faire vraiment échanger les conditions. Mais là, aujourd'hui, il y a des partenaires. Là, ils ont mis. Il y a même des personnes ressortissantes de la localité. Mais là, ils ont mis la corde autour de leur cou. Maintenant, là où ils craignent, là, ça risque d'arriver. Voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, de leur côté, il y a un délestage. Il y a une certaine, comment on appelle ça, une opacité totale, une complicité. Et donc, du coup, le ministère, au lieu de se charger de cette école, d'abord, va se charger d'eux. Oui, ça c'est sûr. Non, mais sérieux. Il y en a qui ne vont pas dormir. Il y en a qui ne vont pas dormir parce que là, je pense que
c'était mieux de recadrer notre cadreur pour leur dire qu'on va prendre les mesures idoines, on est conscient de la situation et j'espère que ça va un peu changer, mais n'en faites pas un sujet. Bon, il y a une façon de coopérer, la diplomatie. En plus, il y a une manière de communiquer. En effet. Voilà, donc, peut-être qu'à travers une interview, c'était aussi facile pour expliquer qu'on avait pour dire qu'on est déjà en train de... Souvent, ils disent on est en train de prendre des dispositions. Mais un petit bras de fer avec les médias. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? En attendant que... Comment Marie, disent que les sociétés minières accompagnent les personnes vulnérables. Je pense que la DP de Bokeh n'est pas une personne morale vulnérable. Alors, salut, c'est Socrate Junior du lycée collège Elhadji Boubacar Bio. Vraiment, votre émission est captivante. Je suis un passionné du journalisme. Je vous adore. Merci à vous. Je suggère que le ministère tienne compte des informations que vous êtes en train de passer. Ce message n'a pas été signé. Bonsoir, Grand Angle. C'est Lamarana Bari depuis Mambia. Sauvez le soldat Kouyaté. Les DPE sont là. Ok, on va sauver le soldat Kouyaté. Mais je crois qu'on va sauver lui-même parce que là, on dirait que lui, il est à la défensive des DPE. Mais alors, David, on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Le caméraman doit retourner sur les lieux. Et ça... même sans le faire savoir aux autorités. En effet. Attention. Il y a le droit à l'image. Le droit à l'image pour une école, pour sauver des enfants. D'accord, sur un site d'information. Je crois que si vous décidez de rentrer clandestinement, vous êtes pris comme un espion. Mais comment le DPE s'est retrouvé de Bokeh à Kamsar? Comment il s'est rendu compte? Certainement, il a eu l'information que le gars est venu. Ça a été très rapide. Alors, l'autre actualité, c'est là, elle est internationale. Très rapidement, un tour de table. À Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 4e mandat. Au Cameroun, Paul Biya, 8e mandat. Tout ça, ça me fait rire. C'est la oui. Vous savez, en 2021 ici... et Paul Biya, à la fin de ce mandat, il aura 100 ans et ça fait 50 ans à la tête du Cameroun. Troisième mandat en Guinée ici, Alassane Ouattara a donné une leçon à M. Alpha Condé de ne pas faire un 3e mandat. Et aujourd'hui... C'est doux. Oui, c'est très doux. Si vous rentrez votre tête là-dedans, c'est pas facile de rentrer dans la longévité, ça devient une norme. Donc, le président Ouattara a fait un coup KO. Le mot un coup KO même a été créé en Guinée ici. Et on l'a transféré. On l'a transféré là-bas. Donc, un coup KO, heureusement pour lui, il n'y avait pas des opposants de taille. Tidjane Thiam qui pouvait l'empêcher un peu a été... Non, il y a déjà à la Cour constitutionnelle qui ont dit que les dossiers sont jugés non recevables. Laurent Gbagbo qui a de l'expérience dans la gestion, lui aussi son dossier n'était pas trop clair, donc finalement il a été abandonné et il est parti avec 4 autres candidats qui n'ont pas assez de poids politique sur le terrain. Et il y a la femme, l'ancienne première dame Gbagbo, donc Simone. Donc pratiquement Alassane Ouattara, il a 83 ans, il est encore... Il dirige encore la Côte d'Ivoire parce que l'affaire là, si vous ça devient difficile. Exactement, ça va facile de quitter. Donc voilà, bon vent à Ouattara. Et de l'autre côté, au Cameroun, le Cameroun de Paul Biya. Là-bas c'est compliqué. Exactement. Paul Biya, il est au pouvoir depuis maintenant 43 ans. 43 ans, et je ne sais pas, Alemou le disait tantôt à la rédaction, il ne sait pas ce qui se passe dans son pays pratiquement parce qu'avec les manifestations, les coups de feu, son âge est très avancé maintenant. Donc, lui, il fait 8e mandat, c'est son 8e mandat. Il est âgé de 92 ans et il va prêter serment très bientôt. Donc, s'il prête serment, il finira son 8e mandat en 2032. Et 2032, il aura 99 ans. Donc, c'est pas 99 ans. Si ça trouvera que M. Paul Biya peut encore tenir debout, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est compliqué. Marie-Angélique, tel que Moussa est en train de décrire la situation, ça freine carrément l'alternance politique, mais ça bloque aussi l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens. Là. Non, en fait, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la vieillerie en miniature. Attention, il y a d'autres qui sont plus vieux que lui. Ouattara, par exemple. Il y a Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, il y a le Togo.
Le Congo-Brazzaville. D'accord. Oui. Donc, si on va prôner la vieillerie en Afrique, ça va freiner l'alternance. Donc, du coup, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme l'a rappelé, je vous ai dit un jour que la Côte d'Ivoire nous donnait la leçon par rapport au troisième mandat, etc. Maintenant qu'il se retrouve en quatrième mandat, le président, je veux dire, moi-même, je suis complètement bouche bée, et même les Ivoiriens sont complètement freinés. Pas tous, hein, certains. Certains. Oui. Maintenant, la question pour un pays ou un président qui était dans cette posture, comment est-il arrivé jusqu'au quatrième mandat et le mandat, ça va durer encore combien de temps? Donc, du coup, l'alternance déjà est un stop pour le moment. Donc, il faut penser à comment on appelle, à recevoir cette information ainsi et à évoluer. C'est-à-dire Alassane Ouattara, un homme politicien qui a vraiment un bras très puissant et qui va continuer à mener la Côte d'Ivoire. Et donc, avant que cela ne change, je pense que cette génération, si vous voulez, ceux qui étaient en partie avec Alassane Ouattara dans la présidentielle, doit être oubliée et qu'une nouvelle génération puisse se former dans la politique pour un peu peut-être se préparer à contrebalancer et pour avoir leur place peut-être après 10 ans au niveau de l'arène politique. Maintenant, du côté du Cameroun, je me rappelle que j'ai un ami qui me disait, bon, on parlait du président, il dit, ne me parle pas du président parce que moi déjà, je n'étais pas né quand lui, il était au pouvoir. Donc imagine, là, on est comme si dans une farine, on nous tourne dans tous les sens. Il y a un système clairement qui gouverne aujourd'hui le Cameroun. Hein. Paul Biya, après Ali Moura, le temps de parole, Paul Biya ne contrôle plus beaucoup la situation. En effet, c'est ce que je veux dire. En tout cas, il y a un système. Voilà, on nous dit, moi, Paul Biya ne reconnaît plus les gens. Je veux être sur une vidéo, c'est sa madame, la première dame qui le tapote à l'épaule pour lui dire « Ah, les gens te saluent ». Donc, c'est comme si c'est un robot qu'on mène un peu. Non, mais sérieux, donc il a fait... Vous savez, le signe était complètement direct. Et donc, il a levé la main pour saluer. Donc, je pense que, comme tu le dis, c'est un système qui gère aujourd'hui le Cameroun et pas Paul Biya. Oui. Saliou, est-ce qu'on peut dire que le fait de se maintenir au pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara peut-être ne veut pas voir un de ses... quelqu'un de sa génération carrément le remplacer et il ne veut pas passer la main à quelqu'un d'autre qui est de la même génération que lui. Au Cameroun, c'est la même chose. Je vais avec tout le monde et une nouvelle génération monte pour diriger le pays. Est-ce que cette politique-là, ça continuera à marcher comme ça? Vous savez, Ouattara, il s'est dit qu'il a engagé de grands chantiers, il va falloir les terminer. Aujourd'hui, il a battu sa campagne sur les grandes réalisations, il a fait des échangeurs, il a bitumé je ne sais pas combien de kilomètres, il a construit des infrastructures routières, notamment le PIB a augmenté, c'est l'économiste. Donc, il a battu la campagne sur cet aspect-là, les grands chantiers et puis ensuite l'économie. Maintenant, dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le remplacer, vous vous rappelez Non, il avait choisi quand même un premier ministre pour le remplacer. Exactement. Quand celui-ci il a décédé. C'était son dauphin constitutionnel. Il avait fait le choix et c'était même acté. Malheureusement, le monsieur n'était pas en bonne santé. Après, il est décédé et Ouattara a dit que son dauphin est décédé. Donc, voilà, il avait choisi un second ensuite. Un second même par après. Oui, un second après. Ce dernier aussi est décédé. Raison pour laquelle il n'a plus voulu choisir. Non, même s'il choisissait, le troisième allait réfléchir par 3 fois avant d'accepter la proposition. Donc, il s'est dit qu'au sein de sa formation, voilà, il n'y a pas quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a la poigne, qui peut vraiment contrebalancer l'opposition à l'époque, parce qu'il y avait une opposition. Maintenant, il n'y a pas une opposition de poids. Mais pour revenir à la présidentielle, à mon avis, il n'y avait pas d'enjeu. L'enjeu, plutôt, c'était le taux de participation. Ce n'était pas par rapport à qui va gagner. À mon avis, l'enjeu n'était pas là parce que les opposants, les figures emblématiques de l'opposition étaient carrément out. Gbagbo, Tidjane Thiam étaient carrément out. Les opposants qui étaient là, Ariette, Simon et Domelo, n'étaient pas des figures politiques bien connues, capables de pouvoir contrebalancer le pouvoir de Ouattara. Parce que quand vous voyez son score, plus de 83%, et vous voyez le deuxième, 3%, donc l'écart est énorme. Mais ce que j'ai apprécié quand même, c'est qu'on a voté dimanche,
lundi, les résultats sont tombés. Non, mais parce qu'on les connaissait d'avance aussi. Hein. Bon, peut-être. On les connaissait déjà. Maintenant, de l'autre côté, rapidement, pour aller, au Cameroun. Au Cameroun, oui. Là aussi, même si le doyen, le vieux, le grand-père a remporté. Paul Biya ne peut plus, il ne peut plus. Non. Si on veut être réaliste vraiment. Hein. Bon, on laisse ça au Camerounais. Oui. Même s'il a remporté un 8e mandat, quelque chose est en train de changer au Cameroun. Quoi ça? Vous savez, c'est son plus faible score de ces, si vous voulez, de ces dernières années. Et qui ça sera son dernier score? Parce que cette fois-ci, il a eu 53%. Oui. 53%. Et je pense que ça fait longtemps qu'un opposant ne remportait pas plus de 30% des suffrages exprimés au Cameroun. Mais celui-ci, il a eu 35%, plus de 35% de voix. Et vous vous rappelez bien, lui, il s'est lancé seulement le 25, au mois de juin dernier. Sinon, il était avec Biya, il était dans le système. Oui, il était, je crois, le ministre de la Communication. De la Communication. Oui. Il a été député, ministre, et ainsi de suite. Mais au mois de juin, il a décidé vraiment de se détacher de son mentor et puis, voilà, d'aller tenter sa chance. Et dans cet espace-là, il a réussi vraiment à convaincre beaucoup d'électeurs. Mais juste, je disais que Biya a eu 53%, alors qu'en 2025, il avait eu 71%. 2018, 71%. L'élection qui avait précédé, il avait eu 77%. Donc, il est en train de chuter. Oui. Et de l'autre côté, voilà, l'opposition est en train de monter. Donc, bonne santé aux vieux. Et puis voilà, bonne chance à tous les Camerounais. Au président Paul Biya. C'est le patriarche. Alimou, je crois, l'alternance, la présidence à vie, je crois que ça commence à devenir une tradition loin des principes démocratiques. Vous savez que la démocratie évolue en Afrique. Je vais vous dire, la démocratie évolue parce que avant, on tuait les opposants. À un moment donné, on les emprisonne. Maintenant, on ne les emprisonne plus, on laisse la justice faire le travail. C'est que les points de convergence rapidement, parce que nous avons un invité, c'est qu'au Cameroun, le principal opposant, Maurice Kamto, a été, comment je vais appeler ça? La Cour constitutionnelle n'a pas accepté sa candidature. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, la Cour constitutionnelle n'a pas accepté sa candidature. Ainsi que Tidjane Thiam. Ils ne sont pas emprisonnés, ils n'ont pas été enlevés, mais ils sont là, ils ne votent pas. Deuxièmement, ce sont deux pays qui aiment trop le chiffre 8. 83, c'est l'âge de Alassane Ouattara, et 83, c'est le nombre de candidatures qui ont été déposées au Cameroun. Et si vous prenez les deux pays, le nombre 8, il y avait 8 millions, plus de 8 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, plus de 8 millions d'électeurs au Cameroun. Ce qui veut dire que déjà, ils vont à 8. Ce que je vais vous dire pour terminer, il ne faut pas qu'on arrive à se mettre sur le dos de ces vieux. Ce sont ces vieux qui sont en train de faire le travail. Parce que nous, les jeunes, on est là, c'est nous qui accompagnons. Non, ces jeunes... Vous êtes sûr que Paul Biya est en train de travailler encore? Vous êtes sûr? Écoutez, au Cameroun, oui. C'est cet art renouvelable autant de fois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. Si il veut, il peut aller. Je vais vous raconter cette chose avant de clôturer. Mais il peut avoir on jusqu'à avait dit, 107 ans. Abdoulaye Wade était fatigué. Lorsqu'on avait dit, il a dit, ça n'a pas fait longtemps depuis que ma grand-mère est décédée, donc nous avons une longue vie. Jusqu'à présent, Abdoulaye Wade vit. Et puis, il est actif. Paul Biya va continuer parce qu'il vit. Il est là, on va l'informer qu'il est en train de prêter serment, et puis il prête serment. Pour lui, ça continue. D'accord. Voilà donc. Sacré animaux. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à au focus. Dans un instant, on va parler du textile guinéen. Ce sera avec Mme Hawa Bintia Assouma, présidente de Culture et Fierté de la Guinée. Ce sera juste après la publicité. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes
et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau pour parler de la 4e édition de la teinture et du textile Guinée. Pour en parler donc, nous recevons Madame Hawa Bintina Souma. Elle est la présidente de Culture et Fierté de la Guinée. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Yombono. Oui. Alors, merci. Voilà, nous allons parler de cette 4e édition. Déjà, parlez-nous de cette activité. Qu'est-ce que vous faites concrètement avant de venir à l'édition 4? Ce que nous faisons oui. dans l'ONG oui. ou ce que nous... Oui, nous faisons beaucoup de choses dans l'ONG. Oui. Et parce que dans l'ONG, nous enseignons l'histoire, la géographie, la sociologie et les traditions et coutumes de notre pays. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes dit que, comme nous sommes très présents déjà sur les réseaux sociaux, nous avons décidé d'aller sur le terrain. Et c'est comme cela que nous avons pensé et organisé ces événements. En fait, aujourd'hui... à côté de la 4e édition du Salon de la teinture et textile guinéen, il y a aussi la Guinée-Kouri, la fête de la gastronomie guinéenne. En fait, les deux sont faits conjointement. Oui, la 4e édition, maintenant vous quittez sur les réseaux sociaux pour être vraiment sur le terrain. Au cours de cette 4e édition, quelle est sa particularité? La particularité de cette édition, nous avons toujours organisé en ville. Et les autres nous ont réclamé aussi de faire chez eux. C'est comme ça que nous sommes venus à la maison des jeunes de Kipé. C'est déjà une grande particularité parce que les 3 autres éditions ont été organisées en ville. À Kaloum. Et donc, cette fois-ci, la deuxième particularité, la région invitée d'honneur, c'est la Moyenne-Guinée. Parce que l'année dernière, c'était la Basse-Guinée. Et puis, je peux dire la 3e particularité, ça devait être en fait l'atelier tissage et de teinture à la maison des jeunes de Kipé. Mais le programme a été bousculé et bon, je peux dire que c'est le ministre qui a bousculé en fait le programme parce que l'ouverture officielle était prévue pour vendredi et finalement c'est jeudi. Tout a été chamboulé, c'était prévu pour vendredi en fait. Et donc, madame, vous avez le tissage, vous avez la gastronomie, c'est en même temps, hein? Oui. Comment ça va se faire? Parce qu'en fait, c'est vrai, tout est culturel, mais des activités comme ça, c'est pas évident. Mais vous savez, on aurait pu organiser le salon de la culture ou des traditions guinéennes, tout simplement. En ce moment, il y aurait eu
le textile, la teinture, la gastronomie, et il y aurait eu en fait les cordonniers, ceux qui font des vannes et tout, et il y aurait eu en fait tout ce qui concerne la culture. Donc ce n'est pas, en fait, ce n'est pas... je vais dire que c'est pas bizarre qu'il y ait la gastronomie, parce que ça peut aller de pair. Non, en fait, il aurait pu y avoir beaucoup plus encore. Non, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Il y aura les exposants des teintures et des textiles à part, et les exposants de la gastronomie à part aussi. Ok. Est-ce que ceux ou celles qui viennent pour faire ces expositions-là sont sélectionnés, ou bien chacun est libre de venir avec son stand et puis s'installer là? C'est compétitif ou quoi? Non, ces personnes-là sont sélectionnées. Oui. Parce que quand on parle de la gastronomie guinéenne, on parle de la gastronomie, on parle de nos mets. Oui. Donc, celles qui vendent autre chose n'ont pas leur place au salon. Okay. Et donc, ces personnes-là sont sélectionnées. Oui. Et ce sont les... Sur la base de quels critères, par exemple? En fait, ce sont les deux... Non, c'est l'Office national de la promotion de l'artisanat qui a choisi une partie des exposants. Et il y a aussi le fonds d'aide aux activités économiques des femmes et filles. La FAEF, quoi. Oui, le FAEF qui a aussi choisi et les artisans ou les femmes qui sont dans leur base de données, en fait. D'accord. Oui, madame. Et nous-mêmes, nous avons choisi aussi la troisième partie. Mais ce sont des personnes que nous connaissons déjà qui vendent le textile, et qui vendent aussi la nourriture, qui vendent le textile, tout ce qui a trait au textile, c'est-à-dire les accessoires aussi, les parures, la maroquinerie, les chaussures et tout. D'accord. Oui, madame, en organisant cette 4e édition, qu'est-ce que vous voulez sortir concrètement et qui sont vos cibles principales? Nos cibles, c'est tout le monde. C'est tous les Guinéens, des bébés aux personnes âgées. Et hier... une question m'a été posée. Vous faites assez quand vous voulez montrer le textile guinéen aux Guinéens, les mets guinéens aux Guinéens. Il faut aller plus loin, non? À l'international. Les connaît déjà. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une édition spéciale qui est prévue à Paris en 2026. Mais vous savez, avant, quand j'ai créé QFIG, l'ONG Culture et Fierté Guinéenne, quand j'ai créé le groupe de QFIG, en ce moment, les Guinéens étaient déconnectés avec leur culture. Ce n'est pas prétentieux. C'est un constat que j'avais fait. Les Guinéens étaient complètement déconnectés de leur culture. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans en arrière, est-ce que les Guinéens se mariaient? La majorité des Guinéens se mariaient avec, dans leur textile. Non. Dans le textile guinéen, non. Non, c'est occidental. C'est tout. Oui, ça vient d'arriver. En Guinée, on était complètement déconnecté de notre culture. Même parler sa langue, c'était vu comme... C'était un complexe. Les gens pensaient qu'on vient... Même, bon, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vis pas ici. Mais quand je venais et que je parlais en Soussou, les gens étaient choqués. Et les gens ne voulaient pas m'entendre parler en Soussou. Parce que quand je leur parle en Soussou, ils me répondent en français. Oui, madame, vous faites la promotion des textiles locales, mais de l'autre côté, même si aujourd'hui, je vous le concède, les Guinéens commencent vraiment à aimer, à adopter le textile local, mais la concurrence quand même, elle est là. Le textile qui vient de l'étranger, nos amis chinois aussi, qui font même ce que nous faisons ici. Est-ce que vous formez ces dames, ces teinturières-là, pour qu'elles puissent quand même résister à la concurrence, pour qu'elles puissent améliorer leur production, pour éviter que ça... Parce que souvent, quand vous portez, ça se déteint. Voilà. En fait, chacun son rôle. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser. De sensibiliser et de faire la promotion. Il y a d'autres qui prennent le relais. Il y a des structures qui s'occupent de ça. Par exemple, qui s'occupent de... Nous sommes battus, par exemple, contre le Fariari. Mais aujourd'hui, le Fariari est toujours là. Ce n'est pas notre rôle. Mais ça a diminué quand même. Ça a diminué, mais non, il y en a encore. Un grand nombre. Ah, d'accord. Un grand nombre. Et donc, c'est le rôle, par exemple,
de l'État. L'État a pris, les ministres de la culture d'alors et avec le ministre du commerce avaient pris un arrêté conjoint pour interdire le frayari. Mais les frayari sont toujours là. Il reste à qui maintenant, en fait, d'appliquer la loi? Peut-être c'est dû au fait que c'est beaucoup plus accessible en termes de prix. Oui, c'est beaucoup plus accessible. Mais ça ne doit pas être une raison que nos marchés soient inondés de frayari. Et puis le frayari, là, ce n'est pas seulement la faute aux Chinois, c'est aussi la faute aux Guinéens. Non, c'est dû un peu aux revenus. Ce sont les Guinéens. Non, attendez, ce sont les Guinéens. Et ce que j'ai appris, qui vont en Chine avec nos motifs et qui demandent aux Chinois de les reproduire. Je vous comprends à ce niveau. Donc, ce n'est pas seulement la faute aux Chinois, c'est aussi la faute aux Guinéens qui font ça. Et je comprends que les gens soient attirés par le bas prix. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas assez sensibilisés, je vais dire ça comme ça. Parce que l'artisanat, ce n'est pas seulement un produit, le produit fini que vous voyez. L'artisanat, c'est des tonnes de stress. C'est des tonnes de nuits blanches. C'est des tonnes c'est une grande passion. C'est du labeur, hein. C'est vraiment laborieux le travail. En fait, il y a plein de choses derrière l'artisanat. Donc, si la population est sensibilisée par rapport à ça, je pense que la population va réfléchir à plusieurs fois avant d'acheter du frayari. Juste faire la promotion. Non, pas de formation, pas de sensibilisation. Non, nous ne nous limitons pas. Il y a d'autres, mais quand nous organisons les salons, il y a des ateliers, il y a des panels, il y a des ateliers. C'est lors de ces ateliers-là que les femmes sont formées, par exemple, sur comment fixer les couleurs. Que ça se déteigne, Oui, nous avons un partenaire qui a déjà réussi dans ce domaine-là. C'est Firsi de Guinée, de Mme Fatou Baldé, qui a déjà passé une fois sur ce plateau. Qui a réussi cet exploit, parce qu'avant, c'était l'argument phare des Guinéens qui ne voulaient pas porter nos textiles. Et ils disaient tout le temps, chaque fois qu'on demandait, ah non, parce que ça déteint trop. Aujourd'hui, il y a beaucoup de textiles qui ne déteignent pas. C'est parce que ces gens-là, ces artisans-là ont reçu des formations. Donc, nous avons des ateliers formation. Et je pense que même à l'avenir, nous ferons même des ateliers couture aussi. Parce que ça va ensemble dans le processus de promotion. Alors, Madame Hawa Bintina, à quel moment vous avez eu cette fibre patriotique depuis l'extérieur pour dire qu'il faut que je valorise, il faut qu'on fasse quelque chose pour reconnecter, parce qu'on était déconnectés, vous l'avez dit, les Guinéens à la teinture, au textile et à nos mains. Est-ce que c'est quelqu'un d'un autre pays, je pense notamment à un Sénégalais, à un Ivoirien, un Burkinabé, que vous avez vu faire pour dire mais pourquoi pas la même chose pour mon pays? Non, pas du tout. Alors, à quel moment ça vous est venu en tête? Si j'avais entre 12 ans et 13 ans, et j'étais ici à Conakry, Almamia, et j'étais en train de nettoyer la maison, j'écoutais la radio. J'ai oublié le nom de l'émission, mais ça parlait de culture. Et dans cette émission, les journalistes essayaient de décortiquer en fait les noms de famille. Ils retraçaient aussi les significations des noms de famille. Et puis comment les populations se sont établies sur les territoires guinéens. Et moi, je sais peut-être, mais j'ai oublié en fait. Et dans cette émission, j'ai appris que les Kissi, par exemple, vous serez d'accord avec moi, que les noms des... En fait, les noms des Kissi se terminent par « no ». En général. Même les noms qui ne se terminent pas par no, en fait, ont en général des noms qui se terminent par N. Ce sont, les noms qui sont venus là, je m'arrête là, parce que c'est quelque chose de très sensible. Et donc, no, que ça veut dire dans cette émission-là, que ça veut dire de. Donc, quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Kunduno, c'est revenu de Kundu. Tolno, c'est revenu de Toli. Vous voyez? Donc, et quand Kamano est venu de Kama. Oui, c'est ça. Donc, quand
j'ai appris ces informations. J'étais petite, mais je me suis dit, ça, c'est des informations très importantes. Pourquoi? Parce que j'avais déjà remarqué que nous, les Basse-Côtiers, ceux qui sont en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée, surtout nous, les Basse-Côtiers et ceux qui sont en Moyenne-Guinée, nous ne connaissons pas très bien ceux qui sont en forêt. Comme nous sommes loin d'eux, c'est comme ça que nous sommes loin d'eux, même culturellement aussi. Et donc, je me suis dit, si j'informe les autres de ce que je viens d'apprendre, je dis, ils seront contents. Mais j'ai gardé ça en moi, je ne savais pas comment partager. Et donc, j'ai gardé ça jusqu'à ce qu'on a quitté ici. On est allé en France parce que mon papa a été nommé là-bas. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il parle de fibres patriotiques. Je vais dire que j'ai baigné dedans, en fait. Et même quand on était en Guinée ici, nos voisins étaient tous nos Sanoko. On habitait avec des Bangoura, des Sissé, des Doumbouya. On avait les familles Doumbouya, famille Touré, famille Sissé. Donc, j'ai vu mon père. Moi-même, j'ai posé cette question une fois sur notre plateforme. J'ai demandé à quel moment vous avez connu vos Sanako. Moi, je n'ai pas pu répondre parce que je suis née dedans. Mon père, je l'ai vu taquiner. Il y avait aussi un kaba. Donc, j'ai vu, mais on a habité qu'avec nos Sanoko. Donc, j'ai vu mon père taquiner. Et même au baptême de la Benjamin de la famille, ce que je vais dire, j'espère que vous n'allez pas l'utiliser contre moi, surtout celle qui est assise là-bas à l'assaut. En fait, les Bangoura ont détaché le mouton. Ils ont remplacé le mouton par le chien. Et ils ont dit que c'est ce que nous méritons, les sous-mois. Oui, souvent ça se passe comme ça. La plaisanterie, cousinage à plaisanterie. Exact. Donc, arrivé en France, mon père n'est pas allé de lui-même. Mon père était militaire, puis diplomate. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus patriote qu'un militaire. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à mourir pour son pays. Et donc, il nous a inculqué maintenant, il nous a inculqué des valeurs. Même arrivé là-bas, il a tenu à ce que nous soyons en relation avec notre pays. Et donc, bien que en fait, nous parlions en français à la maison, mais il y avait des moments où en fait, on parlait en sousou, on insistait pour parler en sousou. Et donc, arrivé là-bas, quand en fait, lors des rencontres, on nous demandait toujours, vous êtes de quelle origine? Parce qu'ils supposent qu'on est français. Donc, pour ne pas choquer, ils disent, vous êtes de quelle origine? Et tout de suite, quand je dis guinéenne, ils commencent à poser des questions. Je me suis dit, si je ne connais pas ma culture, ça va être... c'est là que c'est parti. Oui, donc c'est là que c'est parti. Je me suis dit, comme je ne savais pas comment partager en fait, le peu de connaissances que j'avais, notamment ce que je viens de dire, j'ai attendu maintenant l'avènement de l'Internet. Et même avec ça, j'ai commencé d'abord par vendre nos textiles là-bas. J'ai créé en fait une boutique, une plateforme. Non, une entreprise pour vendre avec ma petite sœur qui avait la même passion pour moi et qui avait la même passion que moi. On a ouvert une boutique là-bas qui fait la promotion de nos textiles. Et c'est comme ça quand finalement je disais qu'au début je retardais en fait l'échéance. Je disais je suis fatiguée avec ma vie professionnelle, ma vie de famille et avec ma boutique et tout, j'ai dit je suis fatiguée. Et c'est ce qui a fait que jusqu'en 2009 maintenant, un jour je me suis dit si je ne le fais pas, je ne le ferai plus. C'est comme ça que je me suis lancée. Vous êtes lancé là-dedans. Donc nous parlons donc de la quatrième édition de la teinture et du textile guinéen. Ça sera sous la coupole de culture et fierté de la Guinée dirigée par Madame Hawa Bintina Souma. Dans un instant, la rubrique Ça se dit. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou.
De retour donc sur ce plateau pour notre rubrique Ça se dit. Alors, Madame Souma, on a une rubrique dans cette émission, Ça se dit, on vous rapporte les propos des téléspectateurs et on vous laisse le temps de réagir. Mais vous n'avez pas assez de temps, 30 secondes, ça serait bon de répondre. Alimou, ça se dit que... Alors, Madame Souma, région invitée, la Moyenne-Guinée, quand on parle de la gastronomie, il y a de ces préfectures. Quand il y a Bonheur en Moyenne-Guinée, ils sont de la Moyenne-Guinée. Quand c'est en Haute-Guinée, ils sont de la Haute-Guinée. Ça, c'est une attaque. De Bari et de Diaté ici. Dites-nous, oui, de Dabola et de Dingira. Voilà. Donc, dites-nous, est-ce que les exposants viendront de la Moyenne-Guinée ou ce sont les représentants de la Moyenne-Guinée à Conakry qui vont le faire? Ce sont les représentants de la Moyenne-Guinée. On aurait aimé que ce soit les représentants, les artisans de la Moyenne-Guinée. Malheureusement, n'ayant pas assez de moyens, nous n'avons pas pu faire venir les artisans de la Moyenne-Guinée. Ok. Madame Souma, ça se dit que la meilleure promotion des textiles guinéens doit se faire à l'international. Ça se dit, hein? Oui. Et moi, je dis que ça commence d'abord ici, en Guinée, avant de s'internationaliser. Parce que si nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos textiles. Mais jusqu'à présent, il y en a qui appellent du Ngara l'épi. Les gens n'arrivent toujours pas à faire la différence. Ok. Marie, ça n'est fini. Je sais que tu as un Ça se dit, mais on est vraiment bousculé parce que le journal est déjà à nos portes. Mesdames, messieurs, on est désolé, hein, on aurait pu continuer ces débats. En tout cas, ça se tient quand et où? Ça se tient à la Maison des Jeunes de Kipé du 30 octobre, c'est-à-dire ce jeudi-là, après-demain, du 30 octobre au 2 novembre. Voilà. Et c'est sous la présidence du ministre de la Culture. Moussa Moïse est là. Et il y a aussi nos partenaires qui nous ont, je ne sais pas si je peux dire. Non, c'est la gastronomie, tout le monde. Voilà, ça n'est fini pour ce numéro. Tout le monde est invité, l'entrée est gratuite. Mais les plats sont payants. Pour les soirées, les bars. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce numéro de Grand Angle. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Madame, on est un peu désolé, on aurait pu continuer le débat. C'est pas grave. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Angle. Merci à Al-Khali Mohamed Keita et à toute son équipe qui était mobilisée pour nous aider à produire ce numéro de Grand Angle. Vous nous suivez à l'étranger. Visitez-nous, vous ne serez pas déçus. La Guinée, terre de richesse et d'innovation. Portez-vous bien. Ciao.